Bonus. Trax. Non mais moi je joue pas ça, c'est trop de la merde. T'as vu les photos foncées, c'est illisible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. Mais si c'est grave, on va passer pour des guignols devant tout le monde, merde. Faut faire quelque chose les gars. Oh, je vais faire, j'ai pas envie de crever. Mais crever de quoi? Paul, Ouais. écoute-moi, si tu nous sors de là, je couche avec toi. Quoi? Attends. Je te promets, si tu nous sors de cette merde, tu couches avec moi, comme tu veux. Par devant, par derrière, à l'envers, comme tu veux. Mais neutralise ce mec. Quoi? Mais t'es pas bien toi? J'en ai plus rien à foutre. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. D'accord? Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, j'ai dépoussiéré mon micro pour reprendre notre cycle déjà bien entamé sur la filmographie du réalisateur Quentin Dupieux pour vous parler non pas de son dernier film, mais de ses deux derniers films, vu qu'on avait un peu loupé l'été dernier de vous parler de Yannick. Et du coup, aujourd'hui, on va donc vous parler de Yannick et de Dali avec l'équipe habituelle, donc composée de Guigui et Manu. Salut Guillaume. Salut, ça va? Ça va, merci. Ça fait longtemps que je m'étais pas reprêté à cet exercice. Et salut Manu. Salut, j'espère que vous allez bien. Après, faut nous pardonner, hein, mais il sort au moins 2 films par an, Quentin. Hein, donc on peut pas faire des podcasts tout le temps. Désolé. Effectivement, et du coup comme d'habitude c'est Guigui qui gérera la partie montage de ce podcast. On n'avait pas trop réussi à se capter au mois d'août pour Yannick, aussi parce que c'était un film qui n'était pas vraiment prévu, c'était un film secret qui a été annoncé je crois seulement 3 ou 4 semaines avant sa sortie. Il a vraiment tourné, on en reparlera je pense plus en détail après, mais il a vraiment Il y a tourné... une propagande dans les salles de ciné par contre. Au dernier moment c'était acharné, mais en fait il a été annoncé que très très tard volontairement, et je pense que ça lui a été vraiment bénéfique en fait de s'essayer sur une communication comme ça un peu différente des circuits habituels, et je trouve ça chouette. Et apparemment il explique qu'il avait vraiment besoin de ça pour ne pas faire de l'ombre à Dali en parallèle, vu qu'il tourne vraiment beaucoup, comme il a vraiment enchaîné le précédent Fumer fait tousser, Yannick et Dali, et qui voulait vraiment garder cet aspect un peu exercice de style comme ça, ce qu'ils ont donc tout tourné en huis clos pendant 6 jours je crois, tu nous corrigeras après. Ouais, Lily, c'est ça, ouais. forcément dans une vraie salle de théâtre. Rien n'a été annoncé, c'est sorti vraiment comme ça de nulle part, et ça fait du bien je trouve ce genre de sortie, surtout que sur ce genre de projet ça s'y prête vraiment bien. Et puis on l'a vu, Yannick a été vraiment un énorme succès quand même je pense pour un Dupieux, donc c'est je trouve ça assez surprenant. Et Il a fait presque un demi-million d'entrées, quoi, en France. Donc c'est vraiment pas mal, ouais. Et puis là, il est ressorti en plus, il y a quelques semaines. Ah, c'est vrai? Enfin, en tout cas, chez moi, après, je sais pas... Par chez moi, il est ressorti, ouais. Je l'ai pas vu sur Nantes. Sur Metz non plus. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette, mais je trouve ça très surprenant, on en reparlera après par rapport au reste de sa filmo, mais très sympa. Donc c'est pour ça qu'on avait loupé le coche à ce moment-là et qu'on vous propose les deux films d'un coup aujourd'hui. Le mec qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? On va donc commencer tout de suite par Yannick et un premier petit tour de table très rapide sans spoiler. Donc pour ceux ou celles qui n'auraient pas forcément suivi, pour faire très rapide, Yannick, donc film de... Je crois que ça doit être son film le plus court, je pense. Oui, c'est 1h06, mais le générique fait bien 6 minutes, donc je suis même pas sûr qu'il fasse 1 heure bouclée, ouais. Je pense qu'on est un tout petit peu en dessous des 1 heure, donc... Ouais, c'est ça. Sur le Blu-ray, ça marquait 1h07. Et donc du coup c'est un huis clos, l'histoire d'une soirée lors d'une représentation de théâtre. C'est la pièce qui s'appelle Le Cocu, et on va donc suivre ce personnage de Yannick qui va se lever en plein milieu de la représentation pour interrompre le spectacle, pour reprendre lui-même la soirée en main parce que ça ne lui plaît pas du tout. Donc c'est un film avec de mémoire donc Raphaël Quenard dans le rôle principal de Yannick, Pio Marmaille, je prononce peut-être pas bien, Marmé, je sais pas comment ça se dit, je suis désolé. Non, c'est Marmaille, je crois. Marmaille. Enfin, je l'ai toujours entendu prononcer Pio Marmaille, donc j'espère que c'est ça.
Blanche Gardin et c'est Sébastien Chassagne, je crois, de mémoire, le troisième personne sur scène. Pio Marmaille qui avait un peu spoilé, je pense, le fait qu'il avait tourné un truc secret avec Dupieux, parce que était sorti l'an dernier, je sais pas si vous aviez vu ça, un petit documentaire sur la filmo de Dupieux qui était fort intéressant sur... je crois que c'était Canal qui finançait ça, ou je sais plus. Ah ouais, c'est le lien que tu m'avais envoyé. Ouais, à l'époque. Ouais, j'avais regardé, c'était pas mal. Ou, ouais, ou c'était pas mal. OCS peut-être, enfin, ouais, un truc comme ça. Je me souviens plus, mais c'était sur une chaîne comme ça. Ouais. Et je trouvais ça très intéressant. Il y avait toute une partie avec Pio Marmaille qui disait avoir travaillé sur un projet secret avec lui. J'étais surpris, mais bon, voilà, c'est intéressant. Et il avait déjà la moustache et tout, donc c'était pile à ce moment-là, je pense. Enfin, quoique c'est pareil, c'est peut-être quelqu'un qui a une moustache tout le temps, je sais pas, désolé. Donc voilà pour le premier tour, on n'en dira pas plus pour l'instant sur Yannick. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous déjà? Est-ce que vous l'aviez vu en salle ou pas? Non, pas moi, non. Moi, je l'ai découvert il y a 3 jours parce que je n'étais pas allé au ciné depuis le mois de juillet. Et du coup, je l'ai redécouvert cette semaine. Sans spoiler, je trouve que c'est un des films les plus émouvants de Dupieux et qui prend un petit peu au dépourvu. Surtout quand, alors j'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai revu Steak pour les besoins de Cheatlist. Et du coup, le même constat de départ, c'est-à-dire que Steak commence avec un meurtre en sortie d'école. Et là, on commence avec globalement post la première scène, avec une prise d'otage dans une salle de spectacle, quoi. Donc un sujet qui est pas forcément le moins sensible, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais particulièrement en France depuis quelques années. Et derrière, ça nous fait une histoire où on va se marrer et où on va parfois pleurer sur des choses totalement inattendues, mais surtout très touchantes, je trouve. Je le trouve très intelligent émotionnellement, en fait, ce film. Et dans sa structure, c'est une structure de pièce de théâtre avec, je crois que c'est Alfro qui me faisait la remarque quand on l'a regardé, peut-être quasiment toutes les grandes parties d'une structure de pièce de théâtre, ou d'une représentation de théâtre en tout cas, dans le désordre, mais qui fonctionne. Sans entrer dans le spoiler, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, dans le fond et dans la forme, j'ai beaucoup apprécié, et particulièrement, on a beaucoup parlé de Raphaël Quenard à l'époque, mais je trouve que Pio Marmaille, justement, est assez incroyable sur la deuxième moitié du film, où on s'y attend pas, on commence à détester le personnage, et il part dans une scène qui est assez intense. Non, vraiment une très bonne surprise pour moi. Bon, bah chouette. Et toi, du coup, Guigui? Bah moi je l'avais vu en salle, j'ai adoré. Effectivement, comme le dit Mamnu, Pio Marmaille, il a vraiment été un peu époustouflant dans ce film. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est nommé donc meilleur acteur pour un second rôle donc au César cette année, avec Raphaël Quenard en tant que meilleur acteur. Tout respire le vrai dans ce film parce que la façon dont il a été fabriqué, forcément, ça se voit, quoi, ça se sent. Il y a des choix artistiques qui ont été faits, comme par exemple tourner en 4/3. Ça, il l'explique très bien d'ailleurs, justement, Quentin Dupieux dans le commentaire du Blu-ray. Quand j'étais adolescent, je faisais justement ce genre de pièce de théâtre, genre le Cocu. Ça m'a vraiment rappelé un petit peu ce genre d'ambiance. Alors, pas tant le film lui-même, mais la façon dont il a été fabriqué. Et c'est ça qui fait que ça transpire le réel et que l'émotion dont parlait Manu, elle est vraiment tangible, quoi. Et qu'on s'attend pas du tout à être cueilli de la façon-là dans un film de Quentin Dupieux, même si, bien sûr, il a déjà fait appel à certaines émotions, à des choses qui pouvaient être touchantes dans les films précédents, comme dans Wong, par exemple. Mais là, on touche à quelque chose, je trouve, qui est presque intime, quelque part, un peu enfantin même, parfois, qui, je pense, est universel, du coup. Et ça, c'est la grosse force du film, et qui fait que ça reste toujours du Dupieux, mais c'est pas comme d'habitude, quand même. Ouais, alors du coup, moi je le trouve, je vais peut-être être moins dithyrambique que vous là-dessus, parce que j'ai eu quand même pas beaucoup de mal au premier visionnage. Je l'ai revu hier, et j'ai quand même plus apprécié avec quelques mois de recul comme ça. Je le trouve très intéressant dans l'ensemble de ce que lui a déjà proposé d'autres. Ça change vraiment beaucoup, et c'est chouette de pouvoir faire un pas de côté comme ça et proposer quelque chose de différent, même s'il y a bien évidemment du coup quand même toujours sa patte. Mais je crois que j'en espérais un truc peut-être plus Dupieux. Je sais pas, mais dans ce côté théâtre, cinéma, je pensais qu'il y aurait peut-être un truc, une espèce de phase encore un peu qui pousse le discours plus loin par rapport à ça, quitte à de nouveau du coup partir dans des trucs un peu plus fantaisistes, parce que du coup, sauf erreur de ma part, c'est le seul Dupieux dans lequel il n'y a pas de trucs qui sortent du commun, quoi. Et il est peut-être trop humain à ce regard-là, pour moi en tout cas. Mais c'est très 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 bien joué.
Je trouve qu'il arrive vraiment bien à gérer l'environnement. Ça doit vraiment pas être évident quand même de tourner un film comme ça dans un seul et même endroit. Il expliquait qu'il y a toute la première, parce que le film a été tourné dans l'ordre et toute la première partie du film, les gens ne savaient pas ce qui se passait en fait dans le public, d'où leur réaction qui est vraie comme ça à ce point-là. Et ça, c'est vraiment remarquable là-dedans, je trouve. Mais j'avoue que c'est peut-être un de ceux que j'aime le moins, mais après c'est des films que je revois quand même ceux que j'aime le moins chez Dupieux, donc c'est quand même du chouette cinéma. Mais il manque un petit truc pour moi, je pense quand même. J'avoue que je crois que c'est un de ceux sur lequel je reste le plus sur ma faim, même si je sais pas ce qu'il aurait fallu d'autre. Quand on voit ces CRS qui arrivent, c'est... Ouais, Tu spoil. je suis un peu... Ouais, je reste sur ma faim, je crois, sur celui-ci. J'ai beaucoup aimé le Pio Marmaille aussi dedans, sur la deuxième moitié. Il manque un petit truc, je trouve. Je suis peut-être chiant, ou il me faudra peut-être un troisième de visionnage dans 6 mois, je sais pas. Mais pour l'instant, cette petite étincelle magique qu'on retrouve d'habitude quasiment à chaque fois chez lui, je l'ai pas malheureusement sur celui-ci. Ah, je sais pas, parce que justement, moi, on y reviendra après, du coup, parce qu'on va parler des deux. Moi, sur Dali, j'ai justement l'effet de... J'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais à partir d'un certain moment quand le film il commence à briller. Tu sais qu'il va appuyer dessus beaucoup trop longtemps, en fait. Tu t'y attends et du coup, bah, moi, ça m'a déçu. Là, le fait qu'il n'y ait rien qui dépasse de la réalité, au final, à part la situation est un peu surréaliste en soi. Mais pas impossible. Mais pas impossible. Ça m'a surpris et du coup agréablement surpris. Ça m'a fait glisser sur quel était vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec ses codes et avec les codes de la société, de ce sur quoi on rit. Je sais pas si c'est spoiler, mais assez rapidement, quand le film vrille et que en gros, le personnage de Yannick explique pourquoi ça lui convient pas. Il glisse la raison pour laquelle ça lui convient pas du tout. Et on part sur quelque chose qui est assez habituel dans l'humour et dans le théâtre, c'est-à-dire le mépris de classe. C'est fait avec une façon où tu sais pas en fait. Tu sais pas si tu dois en rire. Parce que c'est posé de façon assez sérieuse que le propos du film. C'est cette sorte de déconnexion entre plusieurs mondes, en tout cas, entre personnes qui se comprennent pas et personnes qui vont d'ailleurs apprendre à se connaître elles-mêmes, puisqu'on va reparler du personnage de Pio Marmaille tout à l'heure. Mais justement, il y a pas ce côté surréaliste, mais il y a ce côté... En fait, tu sais pas si t'es dans une comédie ou pas. Le ton du film est un peu surréaliste. Et même le propos, de toute façon, enfin, la situation est assez dramatique de base, quoi. C'est pas un truc dont on rigole normalement. Du coup, moi, ça m'a bien emporté là-dessus. Je trouve que, justement, c'est un Dupieux un peu différent et c'est ça qui fait du bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, surtout le côté mépris de classe. C'est vrai que c'est ce qui apparaît en tout cas frontalement dès les premières scènes en fait, dès le début du film. Mais finalement, petit à petit, je trouve que ça s'étiole et que le mépris de classe est le propos, mais pas l'angle en réalité du film, parce que finalement, on est attaché au personnage de Yannick quelque part. Il y a des scènes, alors bien sûr, il y a des scènes où le gars il fait flipper, où des fois il est un peu énervé et tout, mais quand même globalement, il est quand même un peu séduisant et il a une certaine candeur, mais il est pas bête quoi pour autant. Et je trouve que le film nous met pas mal de son côté. Et la fin justement appuie ça hein, du coup. Et non seulement le film nous met de son côté, mais les autres personnages vont se ranger de son côté aussi finalement. Et il y a le côté méta où les autres personnages se rendent compte qu'il est en train de mettre le public de son côté aussi. Et oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... moi, je trouve que là, en général, les mises en abîme de Quentin Dupieux, elles fonctionnent en interne dans les histoires, dans les scénarios, dans ce qu'il nous montre et tout. Mais là, ça marche aussi... toi en tant que spectateur, alors encore plus si tu vas le voir au cinéma, parce que forcément une salle de cinéma, ça rappelle un petit peu une scène de théâtre, et d'ailleurs, surtout ce que j'adore, c'est des détails, mais vraiment je trouve que c'est tellement malin, c'est la façon, donc tu disais qu'effectivement le film a été tourné en 6 jours, c'est quasiment du temps réel, il y a seulement 2 grosses ellipses, enfin quand je dis des grosses ellipses, c'est des ellipses de quelques dizaines de minutes ou voire de quelques heures, mais en vrai, c'est quasiment du temps réel ce film, et surtout, donc déjà c'est bien pour l'immersion, mais un autre truc qui fonctionne bien dans l'immersion, encore plus si tu le vois au cinéma, c'est que les caméras sont à hauteur de spectateur presque. C'est-à-dire que la caméra, c'est presque un spectateur qui est sur son siège, qui se retourne et qui voit Yannick intervenir dans le public pour interpeller les acteurs qui sont sur scène. Ce qui fait que, et ça dure pendant de longues minutes. En fait, si vous voulez, ils ont tourné des longues minutes, des tronçons entiers de scènes. Et c'est pour ça que ça me rappelait, quand je faisais un peu du théâtre de boulevard comme ça, parce que effectivement, les acteurs, ils ont dû apprendre le texte en entier du film pour pouvoir le jouer comme ça, pour pouvoir le tourner en 6 jours. Sinon, c'est impossible, évidemment. Et c'est comme ça que quand tu fais une pièce de théâtre,
tu fais, quoi. C'est que tu es obligé d'apprendre l'intégralité de la pièce pour la jouer d'une traite, en fait. Et le fait d'avoir fait ça, que les acteurs, du coup, ils ont pu être à fond dedans. Et du coup, il y avait deux caméras qui tournaient en même temps, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de coupe, il n'y a pas de montage artificiel. C'est vraiment l'instant. Du coup, il n'y a pas de faux raccord, c'est impossible, puisque c'est vraiment l'instant réel. Et tout ça, ça participe vraiment à l'immersion, quoi. Et c'est pour ça que non seulement les personnages sont touchants, parce que les acteurs sont extraordinaires tous, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets de mise en scène qui appuient tout ça et qui nous le font accepter d'une manière tout à fait... ça glisse tout seul, quoi. Je peux pas m'empêcher tout du long tu vois, typiquement de repenser par exemple à la fin de Au Poste et de me dire, bah mince, jusque-là, c'est une espèce de rêve éveillé, tu vois, d'imaginer Dupieux qui s'éclate comme ça, le truc, l'exercice bac à sable, comme ça, secret, ça marche d'enfer, surtout que je pense que eux, tous les trois là enfin même les quatre du coup, mais les trois sur scène ont l'air de s'éclater. On sait que chez Dupieux c'est faut apprendre le texte au mot près, à la virgule près, il y a les onomatopées et tout ça. Et de se dire, ils sont dans un théâtre, tu vois, comme tu le dis toi-même, toi tu vois ça en salle, il y a le côté, voilà, méta du truc et tout, mais ils poussent pas j'aurais aimé juste une dernière porte poussée, tu vois, sans que ce soit forcément un truc comme la fin de aussi grosse que la fin de Au Poste ou quoi, mais un ultime truc là-dessus, quoi, sur je sais pas, sur la scène, sur la caméra, enfin comme d'hab avec lui, mais ce qu'il peut vraiment nous raconter de ce truc-là, quoi. Autre que toute la partie de Yannick, enfin c'est vraiment superbe. En plus, pour le coup, on n'a pas besoin de plus, c'est parfait ce zoom final sur lui comme ça, les rires, c'est là pour le coup c'est grandiose. Je suis pas d'accord avec toi parce que ça aurait cassé quelque chose. Parce que, alors là, on va dire qu'on rentre dans le spoiler, hein, parce que sinon ça va être difficile d'en placer une. C'est que à la fin, quand même, donc en gros, dans l'histoire, c'est donc le gars, il se lève, il trouve que la pièce elle est pourrie, il les braque, il prend toute la scène en otage, etc. Et il se dit bon bah moi je vais écrire une pièce de théâtre. Vous allez voir, ça sera forcément mieux, etc. Donc bon, il y a tout plein de péripéties. Et à la fin, finalement, tout le monde est d'accord pour le faire, mais pour le faire de manière sincère, c'est-à-dire tout le monde a envie, en fait, de le faire. Et ça se fait. Et du coup, Yannick voit sa création se prendre vie devant lui sur scène. Et c'est ça il y a ce regard enfantin et émouvant de Yannick, mais aussi peut-être un peu une partie du public et les acteurs qui finalement voient que c'est kiffant, quoi. Et tout ça, si tu avais rajouté un élément surréaliste là-dessus, ça aurait tout cassé. Parce que c'est justement, tu vois, cette émotion-là, l'émotion, elle existe parce que la création se fait. Et c'est quelque chose, finalement, qui nous interpelle tous et qui est réaliste. Et en fait, c'est l'imagination qui prend corps, en fait. Et rajouter du surréalisme là-dessus, tu vois, ça aurait rendu le truc plus artificiel et je pense que ça aurait tout gâché. Pas forcément surréaliste, hein, mais juste, j'en sais rien, ou à la fin tu comprends que, je sais pas, c'est rien, mais que... Bah déjà, moi, que les gendarmes arrivent à la fin, tu vois, déjà, ça m'a un peu gâché le truc. Même si je comprends l'idée derrière, j'aurais aimé que le film se termine sur le visage de Yannick, par exemple. Tu vois. Ou un ultime doute sur le fait que, par exemple, est-ce que Yannick, c'est pas un acteur ? Et hop, tu restes là-dessus, tu sais pas si c'est vrai. Ah, que ce soit un happening. Ouais, un truc tu vois, ouais, un délire comme ça. Ça aurait cassé le film pour moi, je pense. Ah, merde, bah ouais, ça aurait tout cassé. Ou qu'il y a un mec Ou qu'il y a un mec qui filme dans... Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais qu'il y a un mec qui filme dans la salle, ou tu sais, un ultime truc... Parce que l'idée, c'est quand même de dire que n'importe qui peut créer des choses et se connecter aux autres de cette façon-là. Et qui finalement, le mépris de classe, normalement, il devrait pas exister, il est caduque, tu vois. Et c'est ça qui, je trouve, qui est fort dans ce film. Et rajouter un élément supplémentaire, tu vois, après la séquence où Yannick, en plus c'est une séquence où c'est muet, en plus de coup, ouais, Quentin Dupieux le disait aussi dans le commentaire, c'est forcément, c'est comme ils ont tout tourné dans l'ordre, c'était le moment où ils terminaient le tournage, c'était le dernier jour, et il y avait une grosse tension parce qu'il y avait des scènes assez fortes qui ont été faites les jours précédents, et là tout le monde était détendu, et Raphaël Quenard n'avait plus de ligne de dialogue, il avait juste à exprimer de l'émotion, quoi. Et ça, moi je trouve c'est super fort, quoi. Rajouter un truc dessus, ça pouvait que tout casser. Ouais, bon, après, de toute façon,
Mais je peux pas, moi je l'ai vu que 2 fois, mais je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois, de me dire, tu vois, quand il parle du metteur en scène, je me dis, mais c'est qui, c'est quoi, tu vois, je veux, mais peut-être que, voilà, je sais pas. Avec la magie habituelle. Le réel a des choses intéressantes à nous dire aussi, Quentin. Ouais, mais ça aurait pu être réel. Je te dis pas que j'attendais forcément un délire comme d'hab, mais je sais pas, bon, bref, mais... Bah, en fait, si tu veux, pour moi, le climax, le truc incroyable du film, c'est le moment où Yannick perd son flingue et où le personnage de Pio Marmaille le récupère. C'est ça qui est fort, quoi. Et prend les autres, il est là et prend tout le monde en otage à son tour, ouais. Ouais. Ouais, c'est complètement fou, quoi. Le meilleur passage du film, selon moi, mais ouais. Je sais pas, je trouve qu'en plus, il y a déjà une tension... un truc, il y a des plans que je retrouve dans Dali, que j'ai l'impression de voir des proto-plans dedans, mais les plans fixes de quand il se met à écrire, et il y a une sorte de lumière à la David Lynch sur Twin Peaks, avec une sorte de lumière angélique qui tape sur Yannick du côté, parce que ça doit être les projecteurs au-dessus. Et on est partagé entre la tension du fait que tout le monde est pris en otage et ne peut rien faire d'autre, et la situation comique de tout le monde sait que s'il tape son texte au rythme où il va le taper, c'est mort, quoi. C'est mort parce que ça va prendre 3 semaines. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a des petites fulgurances entre justement le réel et l'horreur, un petit peu dans ce film, qui sont plutôt pas mal. Il y a les plans extérieurs, enfin intérieurs du théâtre, mais extérieurs de la salle au début et fin de film, qui posent une ambiance aussi, qui sont assez longs, je sais pas, j'aime beaucoup. Ah, et puis moi j'avais vraiment beaucoup aimé Incroyable mais vrai pour ce montage, et là c'est vraiment l'écriture, là niveau dialogue, je trouve qu'il y a du boulot, c'est chouette, hein. Non, mais même, tu vois, le montage, comme je le disais, il s'est, à mon avis, il s'est fait, entre guillemets, un peu tout seul, tu vois. Du fait d'avoir... Il suffisait de placer les caméras au bon moment, aux bons endroits, et de laisser les comédiens dérouler, tu vois. En gros, si tu veux, les tronçons, ils ont été faits en entier. Donc, imagine, alors je sais pas, j'ai pas chronométré, mais imagine des scènes de 5-10 minutes. Tu vois, forcément, ta caméra, elle tourne. Après, au niveau du montage, t'as 2 plans à gérer, et tu as juste à choisir à quel moment tu mets le personnage de Yannick en avant, et à quel moment tu mets les personnages qui sont sur scène en avant. Donc c'est vrai que c'est du boulot quand même, évidemment, mais je pense que le travail, il a été fait bien en amont, c'est-à-dire que bien sûr, avant que la semaine commence, Quentin Dupieux devait savoir où mettre chaque caméra pour tel moment, et c'est là où vraiment la façon dont c'est cadré, en fait, qui montre qui fait tout ce travail de mise en scène, quoi. Et effectivement, Manu, tu parlais de la lumière tout à l'heure. Effectivement, le moment, il y a un plan où on les voit au-dessus, et Quentin Dupieux disait c'est un des seuls rares magnifique, ce plan. Il est magnifique, mais c'est un des seuls rares plans de cinéma. Tous les autres, c'est des plans qui sont à hauteur de personnages. Et c'est ce qui participe, comme je disais, à l'immersion. Et parce que tous les autres, ça pourrait être un point de vue d'un spectateur, un point de vue d'un acteur qui est sur la scène, etc. Et il y a très très peu d'artifices de cinéma comme ça. Donc c'est pour ça que c'est presque du théâtre filmé. Donc c'est vrai que c'est un côté happening. Et tu vois, par exemple, un autre exemple frappant de ça, c'est que il disait, au moment où Yannick rentre dans la salle, revient avec le gun dans la main, le flingue, il n'a pas fait d'insert sur le flingue. On le voit pas, du coup il rentre, on voit pas qu'il a un pistolet dans la main. C'est le personnage de Blanche Gardin qui le fait remarquer. Et tout ça, vraiment, c'est ce travail-là, je pense que il a été fait en amont, avant même le tournage. Et je sais plus pourquoi j'étais embarqué sur cette réflexion-là. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment fantastique. En tout cas, j'adore le concept et l'idée, je trouve que ça lui correspond vraiment bien, et c'est super chouette de voir quand même un auteur comme ça qui peut se permettre de passer de Fumer fait tousser, qui il me semble était en grande partie financé par Gaumont avec un casting 3 étoiles, à un projet secret qui filme quasiment en même temps en parallèle, qui sort comme ça 3 semaines, qui est annoncé 3 semaines avant sa sortie. C'est vraiment chouette. Qui n'a pas dû coûter très cher en plus, du coup. Non, je pense pas. Il a dû être très rentable, ce film. C'est bien. C'est superbe franchement, je trouve qu'il a une carrière super intéressante de pouvoir voguer comme ça. Du coup, j'espère que maintenant, il a a plus besoin de vendre de NFT. Justement, moi, le film m'a désarçonné par rapport à ça, notamment. Parce que son comportement autour des NFT, le fait qu'il en vende, que ce soit des NFT nuls, on va pas se mentir en plus, et le comportement qu'il a eu quand les gens l'ont critiqué, ces espèces de crises d'ego, en fait, Quentin Dupieux, j'adore son cinéma, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a
un ego monumental quand même. Il a le talent qui peut mériter d'avoir de l'ego, donc pourquoi pas. Hein. Mais le film, j'ai vraiment l'impression de voir un film de gauche, quoi. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Non, mais t'as raison. Je pense que c'est peut-être en réaction à toutes les critiques qu'il s'est pris sur Twitter. Et peut-être qu'il a voulu se confronter à ça. Et il le dit dans les interviews. Il dit qu'en gros, il réfléchit pas vraiment à ce qu'il fait. Ça vient de lui et ça vient tout seul, si tu veux. Et puis, il le suranalyse pas ou il l'analyse pas tout court. Alors, je suis pas complètement persuadé que ce soit totalement vrai, mais je pense qu'il est un peu sincère quand même là-dedans. Et oui, je pense que peut-être c'est une réaction à ce qu'il a vécu sur Twitter en se prenant la tête avec des gens, quoi. Tu vois, et que peut-être il a ressenti qu'il y a eu des Yannick en face de lui, peut-être à un moment donné, tu vois, aussi. Et c'est intéressant, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu veux dire qu'en gros, Pio Marmaille, c'est un peu lui? Peut-être. Moi, je l'ai senti comme ça, en tout cas. Il est peut-être aussi un peu Yannick, en fait, de quelque part. Tu vois, je pense que il fait sa psychanalyse, peut-être, hein, comme beaucoup de metteurs en scène là-dedans. Mais ça, je trouve ça super intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on va voir des films Marvel nuls, on aimerait bien pouvoir se lever dans la salle pour faire un peu la même chose. Mais bon, on peut pas parce que c'est des films. Mais voilà, on a tous eu envie de faire ça à un moment donné. Vous savez très bien. Je pense que cette phase NFT, de toute façon, ça va pas durer bien longtemps. Hein. Non. Il s'en est mis plein les poches et puis il s'est vite. Enfin, je sais pas. Franchement, si c'est à financer son cinéma, tant mieux pour lui. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, il s'est dit, voilà, je connais 2-3 bourgeois. Voilà, je vais prendre de la caillasse comme ça pour financer mes films et voilà quoi. Mais ouais, j'ai du mal à visualiser que que les éléments intéressants de ce film aient été qu'ils soient pas réfléchis, quoi, en l'occurrence. Je trouve vraiment que, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de voir une conversation peut-être avec lui-même, hein, mais... Ouais, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que je disais, tu vois, le personnage de Pio Marmaille et le personnage de Yannick, c'est peut-être c'est peut-être lui, en fait, qui a cette conversation dans sa tête, quoi. Je sais pas. En tout cas, je vous promets de le revoir d'ici le prochain Dupieux et on en reparlera d'ici là. À mon avis, il y aura peut-être un peu encore changé, évolué dessus. Je vous propose donc maintenant de passer à Dali, sauf si vous aviez autre chose à rajouter sur Yannick. Non, attends. Non, tu l'as mal dit. On va passer à Dali. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Avec 6A, donc j'ai compris que plus tard pourquoi il y avait 6A dans le titre. Maître, on peut faire une pause un peu là? Oh, putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux vous? Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Donc, film dont on avait déjà parlé, je crois, sur un podcast lors de son annonce et qui, du coup, a bien changé quand même depuis, je pense, par rapport au début du projet, parce que c'était pas du tout le même casting à la base. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens pas, non. Il y avait Non, je me souviens pas. Chabat, il y avait mince, je sais plus qui devait jouer, parce qu'à la base c'était un journaliste, c'était pas Anaïs de Moustier, c'était je sais plus quel type, quel français aussi plus jeune là, bon bref, peu importe. Je pense que ça a bien évolué entre temps par rapport au projet initial, mais c'est intéressant. Donc film qui vient donc de sortir ce mercredi 7 février. Je vous promets de faire un peu plus attention sur la partie non-spoiler avant qu'on passe en partie spoiler sur celui-ci, vu qu'il vient tout juste de sortir. Film au gros casting encore, avec Anaïs de Moustier qui joue quasiment le rôle principal, donc Dali, interprété par Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille du coup, Gilles Lelouch,
Et je ne connais pas le nom des deux autres. On a aussi Romain Duris dedans, qui joue le rôle du producteur, qui d'ailleurs ne devait pas jouer le producteur jusque très tard dans le développement du film. J'ai appris en me renseignant un peu dessus aujourd'hui que c'est Jonathan Cohen qui devait jouer le producteur et qu'au final, une fois qu'ils sont arrivés à l'essayage des costumes ou sur le tournage même ou quelque chose comme ça, il arrêtait pas d'imiter Dali et du coup il s'est retrouvé lui-même à jouer aussi Dali. C'est pour ça qu'ils ont dû changer au dernier moment et donc c'est Duris qui joue le rôle du producteur. Et donc Dali, c'est l'histoire donc d'une jeune journaliste, donc interprétée par Anaïs de Moustier, qui va chercher à rencontrer à tout prix l'artiste donc Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire sur Dali. Donc voilà, on n'en dira pas plus pour l'instant. 1h20, je pense, quasiment, sur celui-ci. On repart sur un 1h17, je format crois. plus conventionnel pour Dupieux. Puis du coup, voilà, on commence par un petit tour sans spoiler. Manu, toi qui viens tout juste de sortir de la scène, qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y a 2 heures, ouais. Bah écoute, déception en ce qui me concerne. Honnêtement, c'est le Dupieux que j'aime le moins. Parce que, je te le disais tout à l'heure, je trouve que il va trop loin dans son gimmick une fois qu'on l'a vu venir, sans spoiler, mais à un moment, il y a un gimmick narratif. Une fois qu'il a été fait 2 fois, tu sais qu'il va être utilisé énormément, et il l'utilisait énormément, et à la fin, c'est pareil. Et à partir d'un moment, je me pose la question de, ouais, mais c'est quoi la limite du jeu ? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre ? Autant Yannick, justement, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Autant là, j'ai eu l'impression de revoir réalité en moins bien fait, en étirant plus justement les gimmicks, et du coup je sais pas, j'ai mis plus de temps à rentrer dans le film déjà. Il y a une scène au début qui m'a fait beaucoup rire, mais derrière je lui trouve certaines qualités dont on reparlera en zone spoiler parce que trop spoiler, mais vraiment je sais pas, je me suis un petit peu fait chier. J'ai mis 20 minutes à rentrer dans un film qui dure 1h20, donc un peu compliqué. Ok, bon. Et toi Guigui ? Un peu moins sévère ou... Moi, j'adore Dali. J'ai trouvé que c'était un film fantastique qui était à la hauteur de mon regard parce que je trouve que quand même il faut avoir des films qui soient assez intéressants pour que je puisse les regarder et j'ai trouvé que c'était tout... Bon, je vais arrêter là. Oui. Je pense que peut-être certaines personnes ont pu être agacées pendant le film comme ils ont pu être agacés en m'écoutant dans le podcast. Alors moi, j'ai bien aimé vraiment le film. Je comprends tout à fait le point de vue de Manu et je le partage d'ailleurs. Alors, il s'avère que donc je l'ai vu avec Céline, avec ma femme. On était tous les deux aux Beaux-Arts. J'écoutais pas trop les cours d'histoire de l'art, mais j'ai quelques restes sur Salvador Dali. Je suis partagé entre le fait que oui, je suis un peu déçu parce que ça tourne un peu en rond, c'est un peu réalité en moins bien. Mais d'un autre côté, je pense que le but, c'était de rendre hommage au surréalisme. Et le mouvement du surréalisme, dont complètement un des plus grands représentants Dali, ça se rapproche forcément à son cinéma à lui, puisqu'il fait que des trucs surréalistes qui n'ont aucune logique apparente, qui sont vraiment ce qu'est le surréalisme en fait. Hein. Alors le surréalisme, je vais essayer de résumer ce que je me souviens à peu près, ça vient du mouvement Dada qui était après la Première Guerre mondiale. En fait, en gros, si vous voulez, c'est un mouvement qui est pas que pictural, hein, c'est aussi de la poésie, c'est aussi tout un tas de choses, la photographie, la sculpture, il y a eu du théâtre, etc. Donc en fait, c'est tout un groupe d'artistes qui sont regroupés au début du XXe siècle et qui considéraient que il fallait sortir un peu du carcan de la raison, il fallait plus exploiter les interprétations des rêves pour réaliser des œuvres d'art, etc. Et a priori, ça avait l'air de ressembler plutôt à rien vu de l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été... j'ai toujours eu l'idée de cette vision des premiers Dada comme des mecs, finalement, qui faisaient des fanzines en dessinant des bits et rigolant, tu vois. Mais c'est vrai que ça a quand même débouché sur un mouvement artistique assez fort qu'est le surréalisme. Alors, il y a Magritte, moi je préfère Magritte que Dali, hein, par exemple, parce que je trouve que esthétiquement c'est plus joli et symboliquement ça me parle un peu plus. Et c'est Lynch, justement, quand on voit les tableaux de Magritte, on peut penser que Lynch est un grand fan de Magritte, c'est sûr et certain. Pour revenir à ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire c'est son hommage au surréalisme. Toute la filmographie de Quentin Dupieux est du surréalisme. Donc c'est en soi, même plus un hommage, c'est sa filmographie. C'est pas pour rien qu'on parle de lui comme un David Lynch de l'humour, tu vois, parce que c'est les deux
peut-être les deux représentants du surréalisme au cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ici, Quentin Dupieux paye son tribut, en fait, à la source du surréalisme. Tu vois, en rendant hommage à Dali. Je pense que l'objectif, il est là, vraiment. Ouais, mais du coup, pour moi, Quentin Dupieux qui rend hommage au surréalisme, ça marche pas, puisque déjà, son cinéma, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que ça en devient un gimmick, enfin, une sorte de parodie de lui-même. Et je sais pas, du coup, ça me fait passer à côté. Je l'aurais vu sur plein d'artistes, je l'aurais vu faire un film sur Van Gogh, tu vois. mais sur Dali, du coup, je trouve ça chelou. Pour moi, il revient à la source. Il revient à la source de son art à lui. Et moi, je trouve ça plutôt logique. Alors, effectivement, est-ce que c'est pertinent pour nous ? Peut-être pas. Encore que, moi, j'ai quand même pensé à Super Moment. C'est quand même si c'est vrai que c'est pas un de mes films préférés, c'est pas celui que j'aime le moins. Mais il est plutôt classé. Il est en bas de classement pour moi un petit peu, mais j'ai quand même kiffé, quoi. J'ai quand même passé un bon moment. Et à un moment donné, je me suis dit, effectivement, oui, le gimmick répétitif, bon, c'est un peu lourd et tout, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce que ce qui a retiré du film et du moment, c'est pas les scènes avec les acteurs et actrices qui sont absolument géniaux et ils sont au top, quoi. Il y a de la mise en scène, il y a des trucs, ça peut paraître gratuit, mais peut-être finalement que simplement passer un bon moment pour ce que c'est un bon moment, c'est peut-être suffisant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris le parti de regarder le film. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que à la fin du film, il y a une dame qui est venue me parler à moi et Céline, parce qu'elle avait raté le début du film. Elle nous a demandé de raconter... Est-ce que vous pouvez me raconter le début du film ? Donc, c'est ce qu'on s'est exécuté, bien sûr. En tout cas, on a essayé. Et elle me dit, mais ce film va faire un four, non ? Je lui dis, pas plus que d'habitude, je pense. Et encore que, je dis, tu vois, peut-être une connerie, parce que le premier jour, il a fait plus de 50 000 entrées, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal comme score. Donc, je pense que si t'es fan de Dali, tu dois kiffer, parce que la dame, en fait, c'était une personne un peu âgée. C'était une grande fan de Dali. Elle aime bien Quentin Dupieux, etc. Et effectivement, elle a checké toutes les références à la peinture de Dali. Déjà, évidemment, le début, avec le piano et la fontaine, c'est un tableau, c'est exactement ça. Les trucs avec les délires avec les œufs, enfin, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent son œuvre picturale, même si finalement on voit quasiment pas de tableau de lui en vrai dans le film, peut-être pour des raisons de droit, je ne sais pas. Et donc voilà, quoi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, et c'est pour ça que quelque part peut-être c'est un fan art peut-être de Quentin Dupieux sur Dali, et pourquoi pas après tout. Est-ce que c'est pas son best-of, tu vois, un peu son... Tu sais, les artistes qui sont là depuis quelques temps et qui sortent un album, mais en fait, t'as déjà tout entendu. Ils font un medley, tu vois. Ouais, voilà, tu sais. Un medley, peut-être, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, c'est clair que ça rappelle beaucoup sur plein de choses, ça rappelle beaucoup réalité. Et que, du coup, j'imagine que le prochain film sera radicalement différent, comme Yannick l'a été, par exemple. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça clôt peut-être une sorte de phase, tu vois. On disait qu'il y avait une phase, dans le premier podcast, il me semble qu'on avait parlé de phase, justement. Et là, entre Au Poste et Dali, peut-être que là, il y a quelque chose qui se ferme et quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Et que Yannick a ouvert, peut-être. C'est mon sentiment du moment, c'est peut-être une connerie, mais on verra bien. Et moi, du coup, pour clôturer la petite partie non-spoiler, à l'inverse, moi, c'était du coup j'ai plutôt bien aimé quand même si je te rejoins Manu, j'ai mis bien un quart d'heure je pense à partir du moment où déjà il y a le personnage de Romain Duris et où j'ai un peu plus compris ce que je m'étais pas du tout renseigné sur le film, et je suis content de pas l'avoir fait, mais à partir du moment où j'ai compris ok, il y a un film encore comme d'hab, il y a encore un producteur et tout, et puis après quand je comprends plus les mécaniques et tout, au bout de je pense à peu près au même moment que toi, peut-être à peu près au bout de 20 minutes, où là c'était les pantoufles, mais du coup on est quand même à l'aise, quoi. Tu vois, tu retrouves les gimmicks, je trouve qu'Anaïs de Moustier joue vraiment très très bien dedans, j'aime beaucoup le personnage. J'avais parlé d'elle justement, en fait. Et je me suis complètement laissé porter par le délire, peut-être complètement gratuit, mais je me suis dit, allez, c'est les 10 ans de réalité, on y va, vas-y à fond, et il y allait à fond, et du coup, Alors, à l'inverse de Yannick, par contre, et de certains de ces derniers, je pense que je le reverrai peut-être pas non plus... à la hausse à revoir. Je pense qu'au fur et à mesure, il va peut-être s'essouffler un peu, là où je pense que je reverrai pas mal de qualité au fur et à mesure de Yannick, mais sur celui-ci, c'est peut-être plus un gros délire une première fois, et puis à décortiquer, ce sera peut-être moins ça, mais globalement, je trouvais ça quand même très très cool. Je suis pas
super convaincu par tous les Dali. Par contre, niveau performance... moi, je suis convaincu par peu de Dali. Ouais, performance pure, toi. Tout à l'heure, on disait du bien de Pio Marmaille, et moi, je trouve que là, c'est le pire Dali, par exemple, tu vois. Je l'ai adoré sur Yannick, je le trouve nul sur celui-ci, mais ça n'a pas été évident à jouer. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec Jonathan Cohen, que je trouve que tout le monde encense. J'ai vu La Flamme, j'ai vu Le Flambeau, c'est rigolo, mais j'ai un peu de mal avec ce type, et là, je le trouve très bon. Ça n'a pas été évident à jouer. Et je finirai là-dessus, mais par contre, j'ai essayé un peu alors, c'est des gens de talent, mais c'est vraiment tout un cinéma que je connais que très peu, que j'ai vraiment beaucoup de mal avec le cinéma français autre que Dupieux. Mais j'ai essayé de checker un peu différentes interviews de tous ces messieurs-là, et j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Voilà, vache, purée pour... Ouais, non, mais il faut être fan... Édouard Baird, c'est spécial. Hein. Ah ouais, non, j'ai pas pu. Et d'ailleurs, Édouard Baird, certains de ses films ont quand même des points communs avec les films de Dupieux. Hein. Ok. Parce qu'ils sont aussi surréalistes. Je t'invite à regarder La Bostella, et aussi un film qu'il avait fait avec Jean Rochefort, dont j'ai oublié le nom, qui est absolument génial, où en fait les personnages du film prennent conscience qu'ils sont des personnages de film et qu'ils doivent faire un recast en plein milieu, quoi. C'est aussi très drôle. C'est beaucoup moins maîtrisé en termes de mise en scène, de production, en fait, tout simplement, de musique et tout, etc. Parce que Quentin Dupieux, on pourra dire tout ce qu'on veut de négatif sur lui, mais en tout cas, en termes de prod, c'est toujours très, très propre, très professionnel. Et il y en a peu comme ça en France, malheureusement. Mais voilà, par contre, en termes de direction d'acteurs et d'histoires farfelues qui partent dans tous les sens et tout, Édouard Baird et Quentin Dupieux, finalement, c'était une évidence. Et c'est étrange, finalement, qu'ils aient mis autant de temps tous les deux à travailler ensemble, finalement. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression qu'on est négatif l'un de l'autre, Quentin, sur certains trucs. J'aime beaucoup, en l'occurrence, Jonathan Cohen dans beaucoup de choses. Et là, il m'a insupporté pendant le film. Ah merde, ok. Ouais. Et je trouve que Pio Marmaille, c'est celui qui fait le pire accent. Mais c'est le Dali que je préfère quand même. Mais parce que à un moment, je me suis fait une interprétation du film qui a été invalidée sur la fin, que j'aurais trouvé assez intéressante. Je me disais que peut-être tous les acteurs jouaient une version différente, une sorte de couche de réalité différente. Genre, il y en a un qui est dans une réalité qui est filmée... qui est le film sur Dali, enfin qui joue Dali dans un film, qui est dans un film où il est joué par un autre acteur, qui est dans un film où il est joué par un autre acteur, et du coup on remontait jusqu'à une couche de réalité qui était la dernière. Et je m'attendais à ça avec les génériques de fin, et en l'occurrence non, puisqu'on a plusieurs fois de suite Jonathan Cohen, et que du coup ça fonctionne pas, quoi. Mais peu importe, au final en fait je trouve que Pio Marmaille, c'est mon Dali préféré parce que j'ai eu un gros problème avec Dali pendant tout le film. J'ai l'impression que 60% du film tourne autour de l'ego de Dali. Et en fait, 60% d'un film, c'est beaucoup pour tourner autour du même point de personnalité. Ouais, mais c'est le personnage, quoi. Ouais, c'est le personnage, sauf que t'as aussi Anaïs Desmoustiers dans le film, que je trouve intéressante sur le principe du début et sur ce qui est le potentiel de son personnage. Elle est totalement avalée par le film, je trouve. Ils essaient ils la ressortent sur la fin, mais... je trouve que elle est avalée par le propos sur Dali et que et les différentes couches de réalité de rêve. Mais non, assez déçu de ce point de vue, surtout que moi, le moment, on passe en zone spoiler peut-être. Ouais, allez, on y va. Le fameux moment où moi je suis rentré dans le film, au début, j'ai beaucoup aimé le couloir infini parce que voilà, quoi. Le gimmick est marrant, surtout que tu vois toujours la profondeur avec 3 lampadaires derrière. À chaque fois que je regardais, c'était toujours 3 lampadaires, du coup il est toujours au même endroit dans le couloir. Mais le moment où je suis entré dans le film, c'est la scène avec Romain Duris où il commence à lui dire de bien s'habiller et de se faire belle. Et là, justement... Et qui bouffe comme un porc. Ouais, et il y a un shift sur le personnage qui avait l'air personnage bienveillant, puis d'un seul coup, c'est un personnage très réel regarde, on te met le propos sur justement ce qu'il veut te dire, c'est assez explicite, quoi. Et je trouve ça très bien exploité dans la suite du film. Au final, c'est quasiment pas exploité. J'adore le personnage de Romain Duris, en l'occurrence, parce il me fait délirer et je trouve qu'il le joue à fond. Mais le côté surréaliste du film fait que t'as plus d'intrigue de personnages quasiment. Les intrigues sont remodelées en permanence. Il y a la réalité, ils vivent une réalité d'une façon... on le voit à la fin avec de toute façon le journal où ça dit qu'elle devient folle dans le bus de toute façon. Clairement, elle perd, tous les personnages perdent pied avec la réalité. Et du coup,
le seul vrai propos du film, ça reste l'ego de Dali, quoi. Le seul truc qui est imperturbable et dont le propos ne change pas, parce que même sa réception vis-à-vis du rêve, selon à quel niveau du rêve on est, soit ça le fait chier, soit au bout d'un moment il commence à être intéressé. Au bout d'un moment il est intrigué par justement la répétition de la présence de la fameuse française au sein de son rêve. Donc c'est presque le seul truc qu'il sort de son ego, le seul truc qui l'intéresse en fait, qui l'intrigue au sein du film. Et du coup, ça fait peu, ça fait peu au sein de tout ça, quoi. Je trouve que ça patauge pour pas raconter grand chose et que c'est beaucoup de gimmicks dès le début quand elle commence à regarder la télé et qu'on rentre dans la télé et que ça devient une nouvelle scène. Je me suis dit vraiment 5 minutes de film, je revois réalité, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Dali était un peu comme ça, hein. C'est à peine exagéré. Là où ils exagèrent, c'est sur la façon de parler, parce qu'on dirait qu'il parle exactement comme dans la pub pour le chocolat Lanvin. Mais effectivement, Dali, le mec, il avait des chevilles pas possibles, tu vois. C'était un vrai personnage excentrique, c'était un personnage de dessin animé quasiment. Quand tu l'entends parler, le mec, tu t'hallucines, tu te dis, ouais, c'est un mauvais sketch, quoi. Donc ouais, peut-être que Dupieux est tout simplement fan de Dali, mais je suis d'accord, il y a un vrai déséquilibre. Mais quand même, je me suis demandé quand même sur le personnage d'Anaïs de Moustier, qui est très gentil, qui est très conciliante, et qui s'en prend plein la gueule finalement, parce qu'à un moment, son producteur, il l'engueule comme de la merde. Oui, il arrête pas de se tromper, parce qu'en fait, avant d'être avant de faire des documentaires, elle était pharmacienne, et lui, il arrête pas de dire qu'elle était boulangère, même si elle arrête pas de lui faire remarquer que non. Donc voilà, je me suis demandé s'il voulait pas aussi montrer la façon dont les femmes pouvaient être écrasées dans ce genre de milieu. Ah bah clairement, d'ailleurs c'est un peu son premier film où c'est une femme dans un des rôles principaux, hein. Et il s'en sert pour justement appuyer ce propos. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je réfléchis, elle n'a pas d'autres. Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. C'est tous des mecs, ou des duos de mecs, ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a une fille au sein d'un... Enfin, à la rigueur, si tu prends Incroyable mais vrai, t'as un duo avec un mec et une meuf, mais c'est surtout Alain Chabat quand même. Et oui, pour moi, c'est clair que justement la fameuse scène de Romain Duris qui m'a fait rentrer dans le film, où là, il est explicite, justement, quand il parle de comment elle doit se mettre en valeur vis-à-vis de Dali, il explicite le rôle de la femme dans le cinéma, hein, clairement. Mais... c'est léger, je suis d'accord avec toi. Ouais, il y a juste une autre scène. Il y a juste... La scène avec la maquilleuse, quoi. Ouais, mais oui. La scène avec la maquilleuse, elle va mal vieillir, celle-là, elle est déjà mal vieillie. Je sais pas, c'est vrai qu'elle est malaisante, mais je pense que le but, il est là, parce que... donc, c'est Dali, il voit, il y a une maquilleuse qui le maquille, et il voit sa poitrine, et voilà, il a envie de la toucher, et puis il demande la permission à la nana, et la nana lui dit oui, je m'en fous de toute façon. Et t'as un cadreur qui réagit, qui dit ah mais tu devrais pas te laisser faire comme ça. Oui, d'ailleurs, et puis, elle va peut-être pas bien mal vieillir en effet, parce que oui, en effet, ça appuie ça, quoi. En fait, ça dénonce vraiment le truc, parce que le fait que ce soit l'inverse de la réalité, là on a oui. La situation est complètement renversée. C'est la fille, elle s'en fout, elle dit oh c'est un artiste, c'est bon, et c'est le mec de l'équipe autour qui réagit, qui dit ça devrait pas se passer comme ça, alors que dans la réalité c'est le contraire qui se passe. Et le fait que ce soit si surréaliste comme ça met en avant l'absurdité et le malaise et le fait que ça devrait pas exister, tout simplement. Donc je trouve qu'au contraire elle est complètement dedans, et surtout avec l'affaire avec Depardieu, avec tout ce qui arrive en ce moment, ça, elle tombe à point nommé, j'ai envie de dire. Mais je pensais pas à ça en deuxième scène, je pensais une autre scène avec Romain Duris, en l'occurrence. Parce que la scène du dîner où il dit t'inquiète, l'argent, il y en a plein et tout, c'est pas un problème, c'est un truc de producteur. Et il y a une scène où il s'énerve et où il dit qu'elle est complètement conne et tout, il l'insulte, il l'insulte un gros nombre de fois, et où il dit mais je dépense de l'argent pour ça et tout, et où d'un seul coup l'argent c'est un problème. Et ça c'est pareil, c'est un truc comportement de producteur classique. Je pense que c'est un truc connu en fait, que ça sent le vécu, ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Au-delà de la scène très marrante du couloir, moi, celle qui m'a peut-être encore plus tué, c'est l'interview inversée, du coup. Quand c'est lui qui lui pose des questions à elle, j'étais vraiment mort. Surtout qu'après, ils arrivent à rien garder, l'audio, enfin, ça sert à rien, c'est magique. Alors, ça rappelle des enregistrements de podcast aussi, hein. C'est des trucs qui ont déjà... Moi, par exemple... tu vois, par exemple, souvent dans mon boulot, je fais des petits reportages, des petites interviews, des trucs comme ça, et je demande des fois, ou je fais des CV vidéo, voilà, pour les gens pour qu'ils retrouvent du boulot, et des fois je leur demande de redire les choses avec un peu plus d'entrain, et c'est exactement ça, quoi. C'est la personne, elle dit la même chose de la même façon, juste un petit peu plus fort, mais ça va toujours pas, quoi. Et c'est exactement ça, et je me suis complètement retrouvé dans cette séquence. J'ai trouvé ça... Et puis aussi, le coup de « Ah bah là, on n'entend rien, l'autre interlocuteur, c'est inexploitable, il faut tout refaire. »
Enfin voilà. Ça aussi, ça doit sentir vachement le. Même si j'étais pas d'accord avec le technicien, on aurait pu retrouver l'audio quand même. Oui. Parce qu'on l'entend oui, à un petit peu moment poser donné, les questions quand il regarde la vidéo. Donc on aurait pu. Tout à fait. Et en plus de ça, ouais, le gars, il parle, le technicien audio, et j'aime bien parce qu'il parle tout doucement aussi. C'est un détail, mais ça m'a fait très rire ça. Et moi, du coup, le truc qui m'a le plus emmerdé dans le film, enfin pas emmerdé, mais du coup, ce qui m'emmerde le plus, c'est que ce que j'ai préféré dans le film, c'est rien en rapport avec Dali, c'est l'hommage à David Lynch, quoi. Parce qu'il y a un hommage à David Lynch complètement explicite à plusieurs moments, avec les dialogues inversés et les bruits de Twin Peaks. Ça fait les mêmes bruits justement de cassettes à l'envers, d'espèces de bruits de bande magnétique. Et clairement, il y a zéro doute, c'est son hommage à Twin Peaks à la Red Room, quoi. En plus, oui, je crois qu'il y a une lumière un peu rouge à un moment donné qui est discrète, mais donc oui, c'est clair. Je pense qu'on y a tous pensé et c'était assez explicite. Et c'est quoi le deuxième? Parce que je sais qu'il y en a un deuxième. Oh bah Il y a pas un deuxième David Lynch. truc Bah il y a les œufs qui disparaissent aussi, des trucs comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est la façon dont les ouais, œufs disparaissent c'est comme dans le poêle c'est à comme le poêle. maïs, quoi, le gamin maudit. C'est ça, ouais, tout à fait. Ou plein d'autres trucs. C'est simplement d'avoir un fondu comme ça où la chose, elle disparaît avec un effet de montage très très simple, mais qui, dans un film entre guillemets normal, enfin, ça fait forcément bizarre, quoi. Quand c'est pas un effet de montage, quand c'est un effet qui est observable par un personnage, par exemple, on peut dire que oui, ça crée tout de suite un malaise, parce que c'est pas normal, quoi. De toute façon, je pense que c'était son... Là, du coup, c'est le 13e, je crois. Ça doit être son 13e long métrage. Et je C'est le pense 12e, que... non? Ah, j'ai compté 13, mais peut-être, ouais, 12, 13. Peut-être que c'était le moment où il rend hommage comme ça à tous ces maîtres. J'imagine qu'il doit adorer Dali, à tous ces maîtres à penser à lui. On avait déjà cité Buñuel sur la fin de Incroyable mais vrai, mais je suppose qu'il y a aussi de ça dans ce film-là. Et Lynch, forcément, on en avait déjà parlé sur certains de ses films, c'était beaucoup plus discret. Là, c'est peut-être le moment de rendre hommage, je pense, en grande pompe comme ça. De toute façon, il le refera pas à ce point-là, mais c'était peut-être l'occasion, je pense. Après, je suis très négatif depuis tout à l'heure. Il y a quand même un paquet de trucs que j'ai bien aimé dans le film. Je trouve dans les gags, dans les gags de répétition, il y a des trucs. Le cow-boy et le prêtre. Oui, le cow-boy. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est le truc que je voulais que ça se répète jusqu'à la fin du générique, tu vois. Ah bah tu vois. Surtout que le cow-boy c'est vraiment Lucky Luke. C'est presque Jean Dujardin en Lucky Luke, mais c'est pas Jean Dujardin. Moi, il m'a fait penser plutôt au cowboy de Mulholland Drive. De Mulholland Drive, ouais, avec sa tête là. C'est vrai. Du coup, ce côté, là, clairement repris de réalité d'espèce de boucle de temps qui n'a pas de sens, quoi. Parce qu'il y a des choses qui se répètent, des scènes qui se répètent alors que c'est plus loin dans le temps. Genre, du coup, l'interview inversée qui rappelle la première scène, mais qui n'est pas la première scène. Enfin, Oui, c'est un labyrinthe dont on ne peut pas sortir. c'est un Ouroboros. Ouais. Et aussi, un petit truc que je voulais dire, c'est que Dali, il a toujours été aussi très intéressé par le cinéma. Il a fait plein de trucs en rapport avec le cinéma, il a tourné dans des films, etc. Mais il a aussi créé des effets, des peintures pour Hitchcock, pour un film qui date de 1949, si je ne me trompe pas, en tout cas un film qui est très très vieux, qui est La Maison du Dr Edwards. Et c'est un film où c'était Gregory Peck qui était l'acteur principal, Gregory Peck, qui est le grand-père de Ethan Peck, qui joue Spock actuellement dans Star Trek. Voilà, je voulais juste dire ça. Il a voulu le placer. Et du coup, tout à l'heure, on parlait rapidement de musique. Je voulais signaler quand même que du coup, sur Dali, c'était un des Daft Punk, Thomas Bangalter, qui avait fait la musique. Cette musique qui revient comme ça en boucle tout le long du film. On va s'en souvenir. Ouais, ça m'a peut-être pas hyper convaincu personnellement, mais après, ça fonctionne très bien. On l'entend vraiment beaucoup quand tu sors du film. Tu l'as en tête pendant 1 heure, quoi. Ouais. Autant parfois typiquement sur Asteroid City, je trouvais que ça marchait d'enfer. Autant là, ça m'a un peu pris la tête quand même un petit peu, mais après ça marche quand même très bien, je trouve. Je suis toujours pas maté Asteroid City, faut que je fasse. Superbe. Et je voulais aussi du coup mentionner pendant qu'on y était la femme ou compagne, je ne sais pas, de Quentin Dupieux, Joanne Le Boru, qui encore une fois donc travaille sur tout le côté artistique, alors beaucoup de décors je pense, mais je pense pas que les objets, leurs costumes je sais pas, mais tout ce qui fait vraiment la patte du cinéma de Dupieux comme ça,
aussi intemporel, avec tous ces beaux décors, qui là fait un travail vraiment superbe, je trouve, sur Dali quand même. C'est un film sur lequel on voyage beaucoup, je trouve, à l'inverse de Mandibule. Il y avait que on passait par plusieurs étapes, mais il y a pas énormément de décors, incroyable mais vrai. Le but c'était de rester principalement dans la maison, enfin voilà. Et là, je trouve qu'on voyage quand même pas mal et c'est chouette. Est-ce qu'on sait si ça a été tourné en Catalogne? Ah non, je sais pas. Désolé, je sais pas. Aucune idée, non. Parce que justement, avec la dame qui était venue nous voir à la fin de la séance, on se posait la question de savoir si ça avait été tourné dans la maison de Dali. Bonne question. Peut-être. Hein. J'en ai pas la moindre idée. À creuser, ouais. En tout cas, moi, il y a quand même une scène, je suis dégoûté d'avoir été spoilé par la bande-annonce, c'est la pluie de chiens morts. Moi, ça m'a... je trouvais que c'était vraiment une idée fantastique. Elle m'a buté. Meilleur gag du film. Et un autre truc, c'est quand le curé, justement, il raconte son rêve au tout début, la première occurrence, en fait. Que tu fais, oui, vous pourriez, du coup, vous pourriez faire un tableau, et puis, comme je suis un peu l'instigateur du tableau, peut-être que vous pourrez me l'offrir, et puis après, peut-être qu'on pourrait faire une vente aux enchères. Voilà, ça m'a fait rire. On le voyait venir, le gars, bien à sûr. 1000 lieues, et c'était beaucoup trop drôle. On retrouve des têtes de Yannick, justement, parce que le monsieur qui est avec le prêtre, là, c'était un des spectateurs de Yannick, et la dame du début... Ouais, le pervers, là, c'est ça. Et la dame du tout début et de la fin dans l'hôtel, c'était la personne qui était à Louvre. Ouais, c'est ça, dans Yannick, ouais. Entre autres, mais ouais. Ouais, super actrice. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé sa série sur OCS. Je sais plus comment elle s'appelait, d'ailleurs. Une série où elle jouait une humoriste. Voilà. Aucune idée. 2 saisons avec Jonathan Lambert. C'était très Je l'ai découverte avec Yannick et je l'ai revue dans Dali 3 jours plus tard, du coup. Je me suis dit, c'est elle. Dans cette série, je crois que je me demande si c'est pas elle qui l'avait créée d'ailleurs. Voilà, très bonne série. J'ai oublié le titre, désolé. Mais si vous la retrouvez sur Internet, vous pourrez savoir. Est-ce que vous avez fait le tour sur Dali ? Je pense, ouais. Je pense. C'est un peu frais, mais c'est vrai que en revoyant le film, on aurait sûrement d'autres choses à dire, mais non, voilà, c'est déjà pas mal. On a parlé pendant presque 1 heure sur les 2 films. Je pense qu'on est bien. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il peut toujours faire ce qu'il veut, en fait. C'est super chouette. Enfin, on a pas assez d'artistes comme ça en France, je pense. Il a une belle petite place. Ça reste quand même des affiches avec des gros noms, et pour autant, c'est pas des films de vendus, de producteurs, de tout ça, et il s'éclate, je pense. Là, franchement, le dernier trio, là, Dali, Yannick, Fumet, fait tousser, c'est superbe. Enfin, je pense qu'il y a peu de... Ou même, si on reprend ces 10 dernières années, l'enchaînement réalité au poste, le Dain, Mandibule, enfin... C'est quand même vraiment chouette la place qu'il a comme ça dans le cinéma français, je trouve. Faut qu'on en profite. Alors, ouais, quel est votre Dali préféré, du coup ? Edouard Baird, je pense, quand même. Ouais, peut-être. En fait, Edouard Baird, il a déjà un jeu autour de son ego dans la vie qui fait que ça marche bien. Ouais, ça c'est très naturel pour lui. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est aussi Edouard Baird. Même si Jonathan Cohen, il était pas mal dans ce rôle-là aussi. C'est... Voilà, donc ouais, mais Edouard Baird, je suis d'accord. Et du coup, on peut se retrouver dans quelques mois déjà, je pense. Enfin, peut-être plutôt fin 2024, mais toujours, enfin, je pense quand même en 2024, pour le prochain Dupieux à notre beau métier, qu'il a déjà tourné, je crois, en novembre dernier, quelque chose comme ça. Ah, déjà Ouais, avec en 2-3 semaines de temps. C'est Léa Seydoux qui a vendu la mèche il y a quelques temps déjà, sur une interview. Et depuis, du coup, on a eu quelques photos de tournage. Avec donc Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et de nouveau Raphaël Quenard. Et du coup, un autre beau métier, c'est l'histoire d'acteurs qui jouent dans un mauvais film et qui doivent jouer eux-mêmes, je crois, leur rôle dans ce mauvais film. Encore une fois, avec voilà. Ok, ouais, on voit le truc, ouais. Donc ouais, c'est justement le coup de mal joué, ça rappelle un peu la prestation qu'on a au début de Yannick, quoi, avec la pièce de théâtre Le Cocu. Ouais, ça doit venir peut-être de là, quoi. Il s'est dit, ah ouais, c'est pas mal, cette vibe de mal joué. Parce que c'est pas facile à faire pour des bons acteurs de mal jouer, j'imagine. À voir, Léa Seydoux, Dupieux, je suis curieux comme d'hab, voilà. Mais Léa Seydoux, je suis moins curieux, tu sais bien. Moi, c'est Vincent Lindon, je suis un peu moins curieux aussi, mais on verra.
On en reparle dans quelques mois, de toute façon, peut-être avec, forcément, on en reparlera, ouais. avec Céline et ou Jay. Hein. Et avant ça, peut-être qu'on pourra parler d'un film un peu plus de vendu. C'est Ghostbusters qui sort dans 2-3 mois. Ah ouais, pas du tout on est plus sur le même thème là. Pas du tout, pas du tout la même chose, ouais, c'est clair. Mais il me semble, on l'avait fait. Ouais, on il sort bientôt, ouais. C'est en avril, non? Ouais, c'est en avril, ouais. Non, j'étais pas là pour le premier. Ah oui, mais c'est vrai. C'était avec Quentin et Romain. Ouais, mais ouais, avec plaisir. Je l'ai rematé il y a une semaine, je crois. Ma soeur l'avait pas vu. Moi, je l'aime bien ce film en plus, donc je suis chaud. Il est sympa. Bon, moi, ce sera peut-être pas forcément avec plaisir, mais je serai là, hein, pourquoi pas. On reste curieux, la bande-annonce présente quelque chose qui a l'air d'être relativement différent, donc je suis reste curieux. Ça qui est bien. On y va. En avril, on se retrouvera sûrement, Manu, je pense, pour autre grand film, Godzilla X Kong The New Empire, pour continuer. Faut qu'on appelle l'équipe. On appelle Juliette et Corentin. Et ça va faire un truc rigolo, je pense. On vous parlera peut-être du coup par la même occasion quand même, je pense, de la très bonne série Monarch de parce que je suis chaud d'en parler. Monarch. Je suis chaud d'en parler de Monarch. Ouais. Monarch, c'était vraiment génial. Hein. Ouais. Faites quelque chose sur Monarch. Hein. Bah, je pense, histoire quand même de... En plus, c'est dans le même univers, tout ça, on va essayer de faire ça bien c'est lié, là. du coup. Enfin, j'ai toujours pas fini Monarch, il me restait un épisode, je crois. Ah, c'est vrai. Mais ça commençait à lier à Apex déjà, donc bon. Et puis, on croise les doigts pour que, même si j'y crois pas du tout d'ici avril, mais qu'on ait une sortie VOD de Godzilla Minus One, histoire de pouvoir faire un beau gros podcast, mais ça, j'y crois beaucoup moins. Mais j'aimerais beaucoup parler du coup de Godzilla Minus One quand même, d'ici à ce qu'il soit dispo, au moins en téléchargement quand même. Mais voilà. Si jamais tu fais un truc sur Shin Godzilla, je suis ton homme. Hein. Bah, j'en avais déjà parlé, moi, beaucoup, lors de mon podcast tout seul, sur Godzilla, il y a longtemps. Pourquoi pas, on verra, pourquoi pas. Est-ce que Manu, tu as vu Shin Godzilla, du coup, avant qu'on Non, clôture ? toujours pas. Mince, bon. Eh ben, pourquoi pas, du coup, tu vois, si on motive Manu, bon, peut-être. Ouais, il est assez exceptionnel. Sur sujet total... en ce moment, je crois l'avoir vu il y a pas longtemps. Sur Prime, je crois, non ? Je sais pas. Il est sur Filmo. Ah, sur Filmo, je suis abonné à Filmo. Je l'ai vu sur Prime, mais il est pas dispo. Ok. Sur ce hors-sujet total, on va se laisser. Il y aura peut-être un peu de coupe de ta part, Guigui, je sais pas. Merci à toutes et à tous. Et puis à bientôt pour un autre Dupieux, du Godzilla ou du Ghostbusters, peu importe. Merci à tous. À bientôt. Bye. Salut. Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes.
Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Melnibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus Trax.